Les titres de cette édition, un grave accident s'est produit hier soir sur la Nationale 4 à hauteur d'Amptine. Le traiteur Léon de Marche-en-Famenne y a tragiquement perdu la vie. Et puis nous étions à Liège ce matin pour l'ouverture du procès en appel de Richard Fourneau dans l'affaire du casino. On vous parlera aussi dans ce journal des problèmes d'effectifs chez les pompiers avec des exemples à Rochefort et à Jeudine. Et puis on reviendra sur la messe en wallon de Ciney en ouverture du 22e festival qui se déroule toute cette semaine au théâtre. Bonjour à tous. Terrible accident hier soir sur la Nationale 4 vers 19h30. Une camionnette s'est encastrée dans l'arrière d'un camion semi-remorque anglais à hauteur d'Amptine, juste sous le pont de la route d'Andenne en direction de Marche. La police de la route, les pompiers et le parquet sont descendus sur place, tout comme le bourgmestre de Hamoin. Un accident qui a malheureusement fait une victime mortelle, le chauffeur de la camionnette. Il s'agissait d'un traiteur bien connu de Marche, Léon Winant. Il revenait, selon certaines sources, d'une livraison de banquets. La circulation a été bloquée sur les deux bandes et une déviation a été mise en place via les bretelles et le pont. Le conducteur aurait été surpris par la lenteur inattendue du semi-remorque. Une hypothèse avancée est que le chauffeur du poids lourd aurait ralenti par crainte que son véhicule ne soit trop haut pour passer sous le pont. Théorie pas encore officielle, comme l'ont expliqué les services d'incendie de Ciney à notre micro. On ne connaît pas les causes officielles de l'accident. Non, l'expert du parquet de Dinan est descendu sur les lieux pour justement faire réaliser l'expertise et voir si ça avait déterminé les causes exactes. Donc nous nous situons à peu près au kilomètre 80, au lieu dit en dessous du pont qui relie la route la chaussée d'Andenne, au lieu dit la Belle Maison. Quelles sont les forces qui interviennent ce soir ? Donc il y a le service incendie de la ville de Ciney, le SMUR du centre hospitalier de Dinan, l'ambulance du service incendie de Ciney et les polices de la route de Dossou. Alors maintenant il faut se dépêcher pour déblayer la nationale qui est bloquée pour le moment. Oui, donc là on attend que le dépanneur enlève les véhicules pour pouvoir nettoyer la chaussée pour la rendre praticable sans risque aux usagers. Donc, pour rappel, ici on a bloqué complètement la nationale, il y a une déviation via la sortie Amptine en fait. Tout à fait, via la sortie Amptine, c'est une précaution que la police prend systématiquement en cas de problème pour garantir la sécurité des intervenants et permettre à l'expert de réaliser ce travail dans des conditions de sécurité optimales. On vous en parlait dans l'actu hier. Presque 8 mois après son acquittement en première instance à Dinan, Richard Fourneau reprenait le chemin du tribunal ce matin pour l'ouverture du procès en appel dans l'affaire du casino. La Cour d'appel de Liège a choisi une procédure au finish en groupant les audiences sur 2 jours. Avant les plaidoiries prévues demain, place ce matin à l'audition du prévenu. Le compte-rendu de l'audience avec Benjamin Baudard et Claude Goffin. Aujourd'hui que Richard Fourneau a comparu avec ses représentants, maître Dominique Remy en tête, devant la Cour d'appel de Liège. Ce qui pourrait paraître comme une formalité pour la défense après l'acquittement en première instance n'est absolument pas une. En effet, la 6e chambre de la Cour d'appel de Liège étant réputée pour sa dureté. Richard Fourneau est apparu détendu, répondant aux questions des magistrats de manière claire et détaillée, montrant qu'il connaît sur le bout des doigts une affaire qui le poursuit depuis 1999. L'exposition des faits de plus de 2 heures par le procureur du roi n'a pour la défense pas apporté d'éléments nouveaux, ce qui lui permet d'être assez sereine pour la suite du procès. D'après moi, il n'y a pas d'éléments nouveaux par rapport à ce que nous avons entendu à Dinan. Donc nous réagirons demain. Je n'aime pas utiliser le terme à l'aise. Dans ce genre de procès, je ne pense pas que ce soit un qualificatif adéquat. Ouais, nous sommes sereins. Je préfère dire que nous sommes sereins, mais nous verrons demain. Nous devons encore entendre l'exposé de l'avocat des consorts Mancia et puis nous réagirons en fonction de ce qui sera dit. Voilà. Visiblement très énervé durant l'exposition des faits, Richard Fourneau n'a pas hésité à interrompre le procureur du roi déclarant, je cite, « De pareilles contre-vérités, ça m'écœure et j'en ai ras-le-bol ». Le bourgmestre de Dinan s'est empressé de s'excuser et a attendu patiemment la fin de l'intervention du procureur. À ce moment, la présidente de la Chambre, Nicole Londeau, a donné la parole à Richard Fourneau qui en a profité pour réagir et donner sa version, point par point, de l'exposition des faits. Une démarche appréciée par ses avocats. C'était très important et il nous a aidés en fonction de ce que nous allons plaider demain parce qu'il a apporté des éléments de réponse en direct à ce qui était avancé par le parquet. Peut-être là certains éléments nouveaux ou présentés différemment et donc il y a répondu à chaud et je pense correctement. Demain, ce sera au tour du ministère public, des parties civiles et de la défense de prendre la parole afin de convaincre les magistrats. Ceux-ci diront alors quand ils rendront leur arrêt. Pour que l'acquittement de Richard Fourneau du 26 mars dernier soit réformé, il faudra une décision unanime des 3 juges de la Cour d'appel de Liège. Voilà, et le compte-rendu des plaidoiries sera à découvrir dans notre actu de demain.
En bref, à présent, c'est hier que l'on a procédé à la vente publique de la maison de Michel Fourniret et Monique Olivier, située à Serre-Custine, dans l'entité de Jeudine. On vous en avait parlé dans l'actu il y a quelques jours. Cette maison appartenait au fils de Michel Fourniret, mais la justice en avait ordonné la vente aux enchères afin d'indemniser les parties civiles. Une cinquantaine de personnes a assisté à la vente, dont 5 ou 6 ont surenchéri. C'est finalement un habitant du coin, Jacques de Surailly, qui a emporté la vente pour 57 000 €. Cet homme de 80 ans, ancien fermier devenu promoteur immobilier, a déclaré qu'il a voulu acheter la maison pour tourner la page de cette sombre histoire et pour pouvoir la raser si on lui permettait. Même si la réforme des services incendies en 3 zones de secours suit son chemin, les pompiers estiment manquer cruellement d'effectifs, notamment dans les casernes de notre province. Le problème principal, c'est le manque, voire l'inexistence de pompiers professionnels disponibles en journée. Exemple à Rochefort et à Jeudine, avec Nicolas Lambré et Mario Leder. Nous sommes à la caserne de Jeudine. Quelques hommes rentrent d'une petite intervention. Sur le mur, un article du journal La Meuse qui indique que la province de Namur serait en pénurie de pompiers. Un sentiment qu'on partage dans les petites casernes comme celle-ci. D'après ce tableau, il manquerait 30 hommes pour atteindre le nombre idéal à Jeudine. Au total, sur les 42 membres du service incendie, nous avons 14 pompiers ambulanciers et le restant uniquement des sapeurs-pompiers. Ça représente combien d'interventions par an? Grosso modo, on tourne à 220 missions, 220-240 missions ambulances et grosso modo 350 missions pompiers. Selon les pompiers, le problème principal est qu'il n'y a aucun professionnel et les volontaires qui ont un autre métier ne sont pas toujours disponibles. Ces dernières années, la commune de Jeudine a beaucoup investi dans du matériel, mais le coût d'un pompier professionnel serait très dur à supporter pour une petite commune rurale. Pas plus tard qu'hier, la réalité de tous les jours, l'ambulance des pompiers de Jeudine a été indisponible toute l'après-midi par manque de personnel. Légalement, il faut obligatoirement 2 ambulanciers et peut-être bientôt 3 pour permettre un départ. Plus encore, pour une autopompe, il faut 6 hommes rien que pour autoriser ce départ. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On ne part pas tout simplement? Dans ce cas-là, le personnel a comme consigne d'avertir les centres-sang de Namur et d'Arlon en disant que l'ambulance de Jeudine est indisponible. Ce sont les services voisins qui assurent les missions sang sur la commune de Jeudine et la commune de Bièvre. Pascal Béjot a 2 casquettes, il est aussi officier en second à Rochefort. Ici, le constat des responsables est encore plus flagrant. 40 pompiers, dont 2 professionnels. Cela fait 2 de moins qu'à Jeudine, alors qu'il y a beaucoup plus d'interventions, environ 1500 par an. Mais je peux vous garantir que nous sommes en tout cas un des moins bien lotis par rapport au nombre de sorties que nous avons potentiellement. Nous interdisons formellement de partir à moins de 6 dans une autopompe. Est-ce qu'il y a des risques légaux, par exemple des victimes qui se retourneraient, l'assurance qui se retournerait contre les autorités? Oh, je souhaite qu'il y en ait une tous les jours. S'il pouvait y en avoir une tous les jours, ils se retournent contre nous, peut-être bien que ça fera avancer le dossier. Marc Gilbert, le président de la Fédération belge des corps de pompiers, estime qu'il faut un refinancement. Et puis en province de Namur, bien sûr, il y a cette fameuse réforme des services en 3 zones. À Jeudine, on l'attend particulièrement. Cette réforme doit amener une mutualisation des moyens tant matériels que humains. Et à partir du moment où je suis en manque d'effectifs au niveau du service incendie de Jeudine, pourquoi pas trouver des solutions avec les services voisins, que ce soit Vresse, que ce soit Bourrin, que ce soit Rochefort, pour pouvoir à un moment donné arriver à permettre un départ cohérent. Et je pense qu'il y a, de toute façon, le projet est tout à fait légitime actuellement, et de vouloir augmenter la capacité professionnelle dans les services incendies où il y a des sorties suffisantes, de façon à pouvoir garantir au moins le départ d'une autopompe le plus rapidement possible pendant les heures de jour, qui sont les heures les plus difficiles. La réforme devrait être définitivement appliquée début 2014. Voilà, et nous accueillons à présent sur le plateau de l'Actu Nicolas Debeurme. Vous êtes responsable de l'ADL d'Anhé, et si vous êtes chez nous ce soir, c'est pour nous présenter le nouveau dépliant touristique que vous avez mis sur pied avec le syndicat d'initiative. Une conférence de presse avait lieu ce matin pour le présenter. Alors en quelques mots, d'abord, pourquoi un nouveau dépliant touristique? Est-ce que c'était une nécessité? Effectivement, ce dépliant répond à une demande des opérateurs touristiques. Ils souhaitaient avoir, ils ont des demandes récurrentes de leurs clients qui leur demandent qu'est-ce qu'on peut faire dans la vallée de la Molinier. Et c'est vrai qu'on n'avait pas un support qui pouvait donner une approche globale des choses à voir ou à faire sur l'entité. Les clients demandent aussi une carte par rapport au Ravel. Qu'est-ce qu'on peut faire le long de celui-ci? Les opérateurs eux-mêmes ont également voté ce projet lors d'une rencontre,
Et on a eu certaines opportunités de financement pour réaliser ce projet. Alors, il faut dire que sur l'entité d'Anhé, il y a quelques sites touristiques qui sont mis en avant naturellement. Je pense à Maretsu, je pense aux Drésines de la Molinier, et certains autres opérateurs avaient un peu l'impression d'être en retrait. Et donc, cette carte a l'intérêt de remettre tout le monde sur le même plan. Tout à fait. Et si bien qu'on a aussi d'autres formes de tourisme, donc des tourismes plus verts. Donc, on a mis en avant aussi différents lieux qui ont un intérêt par rapport à la biodiversité, par rapport à la nature. Je pense ici à une mare qui a été mise en évidence dans le cadre du plan communal de développement de la nature. Je pense à la montagne de Sossois, à divers éléments qu'on ne peut pas voir, par exemple, à travers la brochure de la Maison du Tourisme. Et la carte, en fait, donne aussi... donc c'est une carte illustrée qui donne aussi... une visibilité des paysages que l'on peut voir sur la commune, avec aussi un dénivelé. C'est une carte relativement sympathique qui montre un schéma de l'entité avec des numéros et des références, les lieux à visiter, les lieux sympathiques, les lieux verts, enfin, voilà, toutes les adresses de référence du domaine touristique de la commune. Voilà, c'est ça. Mais la carte ne suffit pas. Il faut compléter cette carte avec la brochure qui est éditée annuellement par la Maison du Tourisme. Et voilà. Ou alors aussi aller voir sur les sites internet du syndicat d'initiative ou de la Maison du Tourisme. Et pour ça, sur la carte, il y a également des QR codes qui permettent de directement y accéder via un smartphone si le touriste a un smartphone. Alors ce matin, lors de la conférence de presse dont nous allons voir tout de suite des images, vous avez fait un peu le bilan de l'action qui est faite en faveur du tourisme sur l'entité d'Anhé. Voilà, c'est ça. Donc disons qu'un gros travail qu'on a essayé de faire depuis 2008, c'est de réunir les opérateurs touristiques et de les faire travailler ensemble. Pour ce faire, on les réunit une fois l'année lors d'un drink des opérateurs touristiques, où l'on essaie de travailler ensemble sur différents projets. On a eu une enquête auprès de la clientèle touristique, on a travaillé également sur le dépliant, et d'ailleurs ce dépliant aussi résulte d'un travail des opérateurs eux-mêmes. Donc on avait réuni 15 opérateurs pour travailler sur le fond et la forme de ce dépliant. Ils ont mis des suggestions et tout ça a été incorporé là-dedans. Donc c'est vraiment le reflet de leurs attentes. Il faut dire aussi que vous avez travaillé sur la remise en état, ou en tout cas la remise au goût du jour du site, voilà. Du site internet, et que vous travaillez aussi maintenant sur la remise en valeur du syndicat d'initiative. Ça, c'est un projet pour l'année prochaine. Voilà, donc ici on continue. Donc un nouveau site a été créé il y a quelques temps, on l'améliore sans cesse. On travaille aussi sur d'autres projets, et le prochain projet, ce sera l'aménagement du syndicat d'initiative même. Quand un client se présentera à ce syndicat d'initiative, on veut vraiment qu'il ait une information de manière rapide, efficace et qui valorise vraiment l'entité sous toutes ses formes. D'accord. Alors pour ceux qui souhaitent se procurer cette carte, il faut envoyer un petit mail à l'adresse qui s'affiche maintenant, SIAMM comme syndicat d'initiative d'Anhé Meuse Molinier @skynet.be, et vous leur envoyez par courrier cette nouvelle carte. Une offre exceptionnelle pour ma télé. Voilà. Merci beaucoup de votre visite, Merci Monsieur de Berme. En prélude au 22e Festival de théâtre wallon qui se déroule toute cette semaine au Centre culturel de Ciney, une messe en wallon est proposée depuis quelques années aux amateurs de cette savoureuse langue. Philippe Pierrard et Thomas Matelard ont recueilli samedi soir quelques réactions à la sortie de la chapelle du Mont de la Salle à Ciney. Bonjour, médecin, et qu'il bon Dieu vous veuille volti et vous donne l'épée, qui fût béni. Astur et Todi. Rythmée par la chorale Saint-Lambert de Nanine et du Pop Music by Ciney, cette messe en wallon était attendue avec impatience à la chapelle du Mont de la Salle à Ciney. Mais je crois que les gens ont été, en tout cas ceux qui ont été très satisfaits. Et je vous dis là, la petite affichette qui était là, qui annonçait la messe en wallon au cours de la semaine, les dimanches passés on venait à la messe, les gens réagissaient. Hein. Oh, oui, c'est bien. Ils disaient, on devrait faire ça plus souvent, mais enfin, ce n'est peut-être pas tellement facile. Originaire de Biou, curé à Anhé, l'abbé Paul Léonard officie toujours avec plaisir à l'occasion de ces messes en wallon.
C'est la 3e fois que je viens. C'est bien, ça plaît beaucoup aux gens. Et je pense que même ça les touche et ça les émeut. Parce qu'on sait justement dire des choses au wallon qui n'ont pas le même charme en français. Hein, quand on dit le bon Dieu, hein, bon Dieu, le bon Dieu, c'est une belle expression. Volti, je t'aime beaucoup, je te rencontre, ou j'ai plaisir à te rencontrer. Ben, je t'aime beaucoup, Volti, c'est beau hein, en wallon. Est-ce qu'on a fait une répétition? Je n'ai pas fait de répétition, on stresse avant, mais une fois qu'on est lancé, qu'on a fait le signe de croix, il s'en va, on peut toujours se rattraper par une petite feinte, une petite blague. Ben souvent, les dimanches matin, on bouche à nos stuches. Bonjour, monsieur. J'y vous apporte les lumières. Vous avez compris qui que c'est, hein? Ah, yo, va. Mais des causes de la... On m'y a dit, hein? Jésus a Esmalux. C'est magnifique. Très bien. Et j'ai chanté parce que à mes 20 ans, moi je chantais ça en pièce wallonne à sauver. Je jouais au concert, comme on disait dans le temps. C'était très bien. Quel fut votre moment préféré? Ben, le sermon d'abord. Et puis tout ce qu'il nous a raconté, avec le cantonnier qui s'appuyait sur sa pelle et tout ça, c'était magnifique. C'était très beau. Dans un autre registre, les amateurs ont encore jusqu'à samedi pour apprécier cette langue au 22e Festival de théâtre wallon de Ciney. Et à vous bénédiction, non irant au retour d'un pédage Jésus-Christ, nous rendons gloire au bon Dieu. Qui peut dire aussi, ite missaes, la messe est dite, mais avec vous. Voilà, et pour ceux qui ont raté la diffusion de la retransmission de la messe sur ma télé dimanche matin, nous vous en proposerons d'autres extraits ce soir dans l'émission Version longue. Et je vous rappelle également que la messe est visible en intégralité sur notre site internet. Au programme ce soir également le magazine Peinture fraîche, rediffusion aujourd'hui du portrait de Caroline Marot, esthéticienne à Ciney. Et voilà, c'est ici que se referme ce journal. À demain pour de nouvelles infos. Très belle soirée à tous.